Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Et si tu es honnête avec toi-même, une partie de ce changement n'est pas de la croissance, c'est de l'érosion. Tu passes du temps dans des endroits qui t'éloignent lentement de qui tu es vraiment. Pas de façon dramatique, ni évidente, mais graduellement, presque imperceptiblement. Tu commences à agir différemment, à accorder de la valeur à d'autres choses, à devenir quelqu'un que tu ne reconnais plus complètement lorsque tu es seul avec tes pensées. Les lieux où tu passes ton temps façonnent la personne que tu deviens, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Certains environnements font ressortir le meilleur de toi-même. D'autres te détruisent lentement. Et le plus dangereux, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Tu penses simplement t'adapter, être sociable, suivre le mouvement. Mais s'adapter au mauvais environnement, ce n'est pas de la croissance. C'est l'érosion de ton vrai moi. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Marc Aurèle écrivait sur la protection de ta forteresse intérieure contre la corruption extérieure. Épictète enseignait qu'il faut choisir soigneusement ses relations et ses environnements. Sénèque avertissait que la compagnie que nous fréquentons et les lieux que nous visitons nous façonnent, que nous le réalisions ou non. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 lieux dangereux qui détruisent ton vrai moi. Pas des endroits physiques à éviter, mais des contextes sociaux et mentaux qui t'éloignent de qui tu es vraiment. Le 5e est le plus subtil. La plupart des gens ne le remarquent qu'après avoir perdu des années de leur vie. À la fin, tu sauras de quels environnements te protéger et pourquoi. Si tu veux rester aligné avec ton vrai toi dans un monde qui te tire dans toutes les directions, abonne-toi. Développons cette conscience ensemble. Commençons. Le premier lieu dangereux, les environnements où se plaindre est la norme. Où la négativité n'est pas seulement présente, mais sert de colle sociale. Tu connais ces endroits. L'équipe de travail où chaque réunion devient une séance de plainte. Le groupe d'amis où se lier signifie se défouler sur tout ce qui ne va pas. Les réunions de famille où critiquer les autres est l'activité principale. Tu y vas en pensant que tu fais juste partie du groupe, que tu te connectes, que tu t'intègres et c'est vrai. Mais tu te connectes à travers la négativité. Tu te laisses autour de ce qui ne va pas, au lieu de ce qui est possible. Au début, cela semble anodin. Tout le monde se plaint parfois, non. Mais voici ce qui se passe. Tu commences à te plaindre davantage pour t'intégrer. Puis tu cherches activement des choses à critiquer pour avoir quelque chose à dire. Et bientôt, tu commences à voir le monde à travers le prisme de ce qui ne va pas, parce que c'est ce qui attire l'attention et la validation dans cet environnement. Petit à petit, sans t'en rendre compte, les problèmes deviennent ton identité. Les solutions deviennent inconfortables, parce qu'elles menacent ce qui te relie à ces gens. Et la version de toi qui voyait des possibilités, qui résolvait au lieu de se plaindre, qui remarquait ce qui fonctionnait, cette version meurt dans cet environnement. Quelqu'un que je connais a rejoint une équipe au travail où se plaindre était la culture. Chaque pause, chaque déjeuner, chaque conversation tournait autour des plaintes, la direction, la charge de travail, les décisions de l'entreprise, tout. Au début, il ne participait pas beaucoup, mais rester silencieux le faisait passer pour distant. Alors il a commencé à se plaindre, d'abord un peu, puis davantage. En 6 mois, il a remarqué quelque chose. Il était devenu cynique. Avant, il venait travailler plein d'énergie, voyant les défis comme des problèmes à résoudre. Maintenant, il arrivait déjà agacé, voyant les défis comme des preuves que tout allait mal. Il avait absorbé la négativité du groupe au point de ne plus se reconnaître. Il a fallu qu'il quitte cette équipe pour une autre, où les gens cherchaient des solutions au lieu de se plaindre, pour qu'il réalise à quel point cet environnement l'avait changé. Son cynisme a disparu en quelques semaines. Il s'est rappelé qu'il était quelqu'un qui voyait des solutions, pas quelqu'un qui collectionnait les plaintes. Marc Aurèle écrivait sur la nécessité de protéger ton esprit des influences corrosives. Il savait que les personnes et les lieux que nous fréquentons façonnent nos pensées, et que nos pensées façonnent qui nous devenons. Quand tu es dans un environnement où la plainte est la norme, tu n'entends pas seulement de la négativité. Tu formes ton esprit à penser négativement. Marc te dirait, choisis tes relations avec soin. Si tu ne peux pas éviter ces environnements, limite ton temps là-bas. Ne laisse pas leur regard devenir le tien. Protège ta capacité à voir ce qui est possible en refusant de te lier à travers ce qui ne va pas. Quand tout le monde se plaint autour de toi, tu n'as pas besoin de participer pour appartenir. Parfois, la chose la plus stoïque que tu puisses faire est de rester silencieux et de garder ta perspective intacte. Limite ton temps dans les cultures de plainte. Si tu ne peux pas partir, refuse de laisser la négativité devenir ton filtre par défaut. Protège ta capacité à voir des solutions. Mais il existe un endroit encore plus subtil, un lieu qui te détruit tout en te faisant croire que tu réussis. Le deuxième lieu dangereux, les environnements où ta valeur est mesurée par ta performance et tes résultats. Où tu ne vaux que par ta dernière réussite, ton dernier accomplissement, ton dernier chiffre. Ces lieux sont partout.
Les cultures d'entreprise où ton identité se résume à ton poste et à ta productivité. Les milieux compétitifs où seul compte ce que tu as fait récemment. Les communautés obsédées par la réussite où on te demande ce que tu fais avant de te demander qui tu es. Tu entres dans ces environnements avec de bonnes intentions. Tu veux exceller, prouver ta valeur, construire quelque chose de significatif. Et immédiatement, la mesure commence. Combien as-tu produit? Que as-tu accompli? Quels sont tes chiffres? Au début, c'est motivant. Tu travailles plus dur. Tu accomplis davantage. Tu reçois la validation, la reconnaissance, les félicitations. Mais voilà ce qui se passe en dessous. Ton sentiment de valeur devient entièrement externe. Tu vaux quelque chose quand tu réussis. Et tu vaux moins quand tu ne réussis pas. Ton identité s'effondre dans ce que tu produis. Et le plus terrifiant, c'est que ce n'est jamais suffisant. Atteins un objectif, et la barre monte. Réalise une étape, et une autre apparaît aussitôt. Tu es sur un tapis roulant où ta valeur dépend de ta capacité à continuer à courir. Et t'arrêter, même un instant, te donne l'impression de devenir sans valeur. Un ami a gravi les échelons dans une industrie à haute pression pendant 8 ans. Chaque promotion, chaque réussite, chaque succès validait sa valeur. Il était quelqu'un parce qu'il performait de manière exceptionnelle. Puis il a eu un problème de santé qui l'a forcé à ralentir pendant 3 mois. Pas à s'arrêter, juste à passer de 120% à 80%. Et il a vu quelque chose se briser. Les validations se sont arrêtées. Les reconnaissances ont disparu. Les collègues qui le félicitaient auparavant ont commencé à remettre en question son engagement. Et pire encore, il a commencé à douter de sa propre valeur. Si je ne produis pas au plus haut niveau, qui suis-je? Quelle est ma valeur? Il a réalisé que tout son sens de lui-même s'était emmêlé à sa productivité. 8 années dans cet environnement lui avaient appris qu'il ne valait que par sa dernière réussite. Il lui a fallu 1 an de travail conscient pour reconstruire un sentiment de valeur qui ne dépendait pas de la performance. Pour se rappeler qu'il était une personne, pas une machine à produire. Ce problème de santé est devenu un signal d'alarme brutal sur la manière dont cet environnement avait complètement remodelé son identité. Épictète enseignait que ta valeur est intrinsèque, pas gagnée par des réussites, pas prouvée par la performance. Tu as de la valeur parce que tu existes, parce que tu es un être raisonnable capable de vertu, pas à cause de ce que tu produis. Lorsque tu es dans des environnements qui mesurent la valeur uniquement par la performance, on t'enseigne l'inverse. Tu apprends que ta valeur est conditionnelle, basée sur tes résultats, toujours en danger. Épictète dirait, reconnais la différence entre ce que tu fais et ce que tu es. Réalise des choses si tu veux, mais ne laisse jamais la réussite devenir la mesure de ta valeur. Tu n'es pas ta productivité. Tu n'es pas ton dernier succès. Tu es un être humain dont la valeur ne fluctue pas avec les indicateurs de performance. Mets des limites autour de ton identité liée à la performance. Réalise, oui, mais souviens-toi que ta valeur existe indépendamment de ta production. Ne laisse aucun environnement te convaincre du contraire. Si tu as reconnu que ta valeur existe indépendamment de ta productivité et que tu reconstruis ton identité au-delà des indicateurs de performance, écris en commentaire « Je ne suis pas ma production ». Ton engagement envers la valeur intrinsèque pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui mesure encore sa valeur à sa dernière réussite. L'endroit suivant te fait te sentir connecté, tout en t'isolant complètement de ton vrai toi. Endroit numéro 3, les contextes sociaux où l'authenticité est punie. Ces lieux sont plus difficiles à reconnaître parce qu'ils ne se présentent pas comme tels. Les réseaux professionnels où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. Les cercles sociaux où certaines opinions te valent d'être mis à l'écart. Les familles où exprimer tes vrais sentiments provoque des drames dont on te rend responsable. Les groupes d'amis où être toi-même signifie être trop sérieux, trop changé. Tu entres dans ces espaces en cherchant la connexion. Mais la règle non dite est claire. Tu peux te connecter, mais seulement si tu joues la bonne version de toi-même. Alors tu commences à jouer un rôle. Tu apprends quels sujets sont sûrs et lesquels ne le sont pas. Tu découvres quelles parties de toi montrer et lesquelles cacher. Tu deviens habile à lire l'ambiance, à être ce que les autres attendent. Et ça marche. Ils t'acceptent, t'incluent, te valorisent. Mais voici ce qui meurt, ta capacité à savoir qui tu es réellement. Le masque que tu portes devient si habituel que tu oublies que c'en est un. Tu deviens fluent dans la performance et analphabète en authenticité. Les années passent, et un jour tu es seul avec toi-même, et tu réalises que tu n'as plus aucune idée de ce que tu penses, ressens ou veux vraiment parce que tu as passé trop de temps à jouer ce que les autres trouvent acceptable. Je connais quelqu'un qui a passé ses 20 ans dans un cercle social où l'authenticité était subtilement punie. Partager une difficulté, on te dit de rester positif. Exprimer une opinion impopulaire, silence radio jusqu'à ce que tu te rétractes. Montrer trop d'émotions,
étiqueté comme dramatique. Il a vite compris. Joue la version facile à vivre, toujours bien, ou sois mis à l'écart. Alors, il a joué parfaitement. Il était si bon dans ce rôle qu'il est devenu central dans le groupe. Mais à l'intérieur, quelque chose se fanait. Il a cessé de savoir ce qu'il ressentait vraiment, parce qu'il s'était entraîné à ressentir ce qui était acceptable. Il a cessé de savoir ce qu'il croyait, parce qu'il s'était habitué à dire ce qui préservait la paix. Quand il a enfin quitté ce cercle et tenté de reconstruire des liens authentiques, il a réalisé qu'il avait perdu la capacité d'être vrai. Il lui a fallu 2 ans de pratique consciente. Écrire ses vrais sentiments, exprimer ses opinions sincères dans des espaces sûrs, apprendre à tolérer l'inconfort des autres face à sa sincérité, pour se souvenir de qui il était sous toute cette performance. Ces années dans cet environnement social lui avaient appris que son vrai moi devait être caché, géré, contrôlé. Désapprendre cela fut plus difficile que de l'apprendre. Sénèque écrivait sur le courage de vivre pour soi, pas pour l'approbation des autres. Il comprenait que l'authenticité exige de risquer le jugement d'autrui. Quand tu es dans des contextes sociaux qui punissent la sincérité, tu fais face à un choix. Jouer un rôle et appartenir, ou être vrai et risquer l'exclusion. Sénèque dirait: choisis l'authenticité, même si cela te coûte l'acceptation. Ton vrai moi vaut plus qu'une appartenance jouée. Trouve des cercles plus petits où la sincérité est la bienvenue. Ou entraîne-toi à être vrai par petites doses, jusqu'à retrouver ta capacité à l'être pleinement. Mais ne passe pas des années dans des endroits où tu dois cacher qui tu es juste pour t'intégrer. Cette intégration n'est pas une connexion. C'est un abandon de soi. Trouve des espaces où ton vrai moi est accueilli, pas seulement ta version jouée. Et si tu ne peux pas les trouver, crée-les, même s'ils sont plus petits que tu ne l'aimerais. Mais le prochain endroit, c'est là où les gens vont pour fuir eux-mêmes, et finissent par se perdre complètement dans le processus. Endroit numéro 4, les environnements construits autour de l'évasion et de l'engourdissement. Des lieux où les gens vont non pas pour vivre, mais pour éviter de vivre. Ces endroits ne sont pas forcément mauvais en soi. Une soirée de temps en temps, regarder une série après une semaine difficile, boire un verre avec des amis, le divertissement et la détente font partie de la nature humaine. Mais il y a une différence entre l'évasion occasionnelle et l'évitement habituel. Et certains environnements sont conçus spécifiquement pour te maintenir dans cette évasion. Les bars où tu vas chaque week-end. Les marathons de séries qui remplissent chaque instant libre. Les contextes sociaux où le seul but est d'anesthésier ce que tu ressens réellement. Au début, tu y vas pour te détendre, décompresser, t'amuser. Puis tu y vas pour éviter le stress. Puis tu y vas parce que rester seul avec toi-même est devenu insupportable. Voici ce qui se passe dans ces environnements. Tu perds ta capacité à être avec toi-même. L'inconfort devient quelque chose à fuir immédiatement, plutôt qu'à traverser. L'ennui devient insupportable au lieu d'être utile. Les émotions difficiles sont anesthésiées au lieu d'être ressenties. Et peu à peu, ton moi authentique, celui qui existe quand tu es seul, calme, en train de réfléchir, se retrouve enseveli sous des couches de distraction. Tu deviens quelqu'un qui a besoin de stimulations externes pour se sentir bien. Quelqu'un qui ne peut pas rester dans le silence sans aussitôt chercher un écran, un verre, une distraction. Ton vrai moi est toujours là, mais tu n'y as plus accès, parce que tu t'es entraîné à fuir chaque fois qu'il essaie de remonter à la surface. Quelqu'un que je connais a passé 3 ans dans un schéma qu'il ne reconnaissait pas comme destructeur. Tous les vendredis et samedis soirs, sorties et beuveries avec le même groupe. Tous les dimanches, récupération. Chaque soir de semaine, des heures de streaming jusqu'à s'endormir. Il n'était pas alcoolique. Il n'était pas dépressif. Il fuyait simplement en permanence. Quand une relation s'est terminée, au lieu de la digérer, il est sorti davantage. Quand le stress du travail a augmenté, il a regardé encore plus de séries. Quand la vie est devenue inconfortable, il a anesthésié tout cela. Ce n'était pas dramatique. C'était juste une fuite constante, déguisée en vie sociale et en détente. Puis il a fait un voyage en solitaire qui l'a forcé à passer 4 jours sans ses échappatoires habituels. Pas de bar, pas de série, juste lui et quelques sentiers de randonnée. Le premier jour fut une agonie. Il ne savait pas quoi faire de lui-même. Au 3e jour, quelque chose a changé. Des pensées et des émotions qu'il évitait depuis des années ont refait surface. Des prises de conscience sur sa vie, ses choix, ses désirs réels. Il est revenu et a immédiatement eu envie de fuir à nouveau. Ses révélations étaient inconfortables. Mais il a aussi compris quelque chose. 3 ans de distraction constante l'avaient complètement déconnecté de lui-même. Il avait tellement couru qu'il avait oublié ce qu'il fuyait. Marc Aurèle et Épictète ont tous deux écrit sur la nécessité d'affronter la réalité plutôt que de la fuir. Ils comprenaient que l'évitement n'élimine pas l'inconfort, il le retarde, tout en t'affaiblissant. Quand tu es dans des environnements fondés sur l'évasion,
tu t'entraînes à fuir ton propre être. Marc Aurèle dirait: reste assis avec ce qui te dérange. Traite-le. Affronte-le. Ton moi authentique existe dans l'espace entre le stimulus et la distraction. Dans cet espace que tu remplis d'anesthésie. Échappe-toi consciemment et temporairement si tu en as besoin. Mais ne fais pas de la fuite ton état par défaut. La personne qui ne peut pas rester seule avec ses pensées a perdu l'accès à son vrai moi. Utilise le divertissement et la détente avec intention, pas par habitude. Crée régulièrement des moments de solitude et de réflexion. Ton vrai toi t'attend dans le silence que tu continues d'éviter. Si ces 4 lieux t'aident à reconnaître les environnements qui érodent ton vrai moi, abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne afin de rester aligné avec qui tu es vraiment. Et aime la vidéo pour aider d'autres à se protéger des espaces qui les éloignent de leur authenticité. Endroit numéro 5. Le plus subtil, celui que la plupart des gens ne reconnaissent qu'après avoir gaspillé des années. Le voici, les contextes où la croissance est moquée et le confort vénéré. Où quiconque essaie de s'améliorer est vu comme trop sérieux, changé, ou plus amusant. Ces endroits semblent sûrs au début. Les groupes d'amis où tout le monde est à l'aise avec la situation actuelle. Les familles où la tradition compte plus que l'évolution. Les cultures de travail où le mantra est « on a toujours fait comme ça ». Les cercles sociaux où l'ambition est perçue comme une trahison. Tu fais partie de ces contextes, et tout va bien tant que tu restes exactement comme tu es. Mais au moment où tu essaies de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer une habitude, de poser une limite, d'améliorer quelque aspect de toi-même, la résistance commence. C'est subtil. Tu deviens trop sérieux. Tu te souviens quand tu étais plus amusant. Tu te crois meilleur que nous maintenant. Pourquoi tu changes? On t'aimait comme tu étais. Il présente cela comme une inquiétude, comme s'il voulait retrouver l'ancien toi. Mais voici ce qui se passe réellement. Ta croissance met en lumière leur stagnation. Ton mouvement rend visible leur immobilité. Et au lieu d'être inspirés à évoluer eux-mêmes, ils essaient de te tirer vers le bas, là où tout le monde est à l'aise, là où personne n'a à affronter le fait qu'il n'évolue pas. Mon oncle a passé 10 ans dans un groupe d'amis comme celui-là. Les mêmes gars, le même bar, les mêmes conversations chaque week-end. Quand il a décidé d'arrêter de boire et de commencer à faire du sport, les blagues ont commencé immédiatement. Regardez le sportif, trop bien pour boire une bière maintenant. Quand il a commencé à lire de la philosophie au lieu de regarder des matchs avec eux, ils se sont moqués. Tu vas devenir moine ou quoi? Quand il a établi des limites autour de son temps, ils l'ont accusé de les abandonner. Rien de tout cela n'était méchant. Ils ne comprenaient tout simplement pas pourquoi ils changeaient. Mais toute leur dynamique reposait sur le fait que tout le monde reste le même, fasse les mêmes choses, veuille la même vie. Sa croissance menaçait cet équilibre. Il a dû faire un choix, s'éteindre pour préserver ses amitiés, ou continuer à grandir et accepter la distance. Il a choisi la croissance et a perdu ses amitiés. Il a passé 2 ans à se demander s'il avait fait une erreur. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'ils prenaient la vie trop au sérieux. Puis il a trouvé des gens qui grandissaient eux aussi, qui célébraient son évolution au lieu de la rejeter. En regardant en arrière, il a compris que ces 10 années dans ce groupe l'avaient maintenu coincé, pas par la force, mais par une moquerie douce et constante de tout ce qui ressemblait à du progrès. Il l'aimait, mais seulement la version de lui qui restait confortable et stagnante avec eux. Marc Aurèle écrivait sur l'amélioration continue de soi, malgré le confort que les autres trouvent dans la médiocrité. Il comprenait que la croissance exige souvent de laisser derrière soi ceux qui ont besoin que tu restes petit. Quand tu es dans des contextes où la croissance est moquée, tu n'es pas dans un environnement qui veut ton meilleur, mais dans un environnement qui veut ton immobilisme. Marc dirait: grandis quand même si cela te coûte ton appartenance à des lieux qui n'acceptent que ton moi stagnant. Trouve des communautés qui célèbrent l'évolution, ou grandis seul jusqu'à les trouver. Mais ne laisse pas la peur du changement des autres t'empêcher de devenir ce que tu es censé être. Les gens qui se moquent de ta croissance révèlent simplement leur propre peur de celle-ci. Quitte les contextes où la croissance est punie et où le confort est la plus grande valeur. Trouve des gens qui te poussent à évoluer, pas ceux qui se moquent de toi pour avoir essayé. L'endroit suivant est celui où l'ambition meurt, déguisée en opportunité et en succès. Endroit numéro 6. Les environnements compétitifs qui confondent rivalité et motivation. Là où tout devient comparaison, où chaque interaction est une surenchère, et où le succès signifie battre les autres plutôt que devenir soi-même. Ces environnements prétendent faire ressortir le meilleur de toi. Les industries compétitives, les cercles sociaux de haute performance, les familles où les frères et sœurs sont sans cesse comparés, les équipes où les classements comptent plus que la collaboration. Tu y entres en pensant que la compétition va te pousser à exceller, et c'est vrai, au début. Tu travailles plus dur, tu réussis davantage, tu vises plus haut. Mais tu ne te bats pas contre toi-même.
Tu te bats contre eux. Ta mesure du succès n'est plus « suis-je meilleur qu'avant ?» C'est « suis-je meilleur qu'eux ?» Et ce changement transforme tout. Voici ce qui meurt dans ces lieux, la motivation intrinsèque. La partie de toi qui veut grandir pour le simple plaisir de grandir, créer pour le plaisir de créer, réussir parce que le travail lui-même compte, elle disparaît. Elle est remplacée par la motivation comparative, faire les choses pour gagner, pour être mieux classé, pour prouver ta supériorité. Chaque réussite devient creuse, car elle n'a de sens qu'en fonction de l'échec des autres. Chaque échec devient dévastateur, car ta valeur dépend de ta place dans la hiérarchie. Tu cesses de te mesurer à tes propres standards, et tu te mesures uniquement aux autres. Tes objectifs authentiques, ceux que tu poursuivrais si personne ne regardait, s'il n'y avait pas de compétition, meurent complètement. Ils sont remplacés par des objectifs qui te permettent simplement de gagner au jeu de la comparaison. Une collègue a travaillé dans un environnement comme celui-là pendant 5 ans. Une équipe de vente où les chiffres de chacun étaient publics, mis à jour quotidiennement, chaque victoire annoncée, chaque perte visible. Au début, c'était motivant. Voir les autres réussir la poussait à réussir aussi. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Elle a cessé de célébrer ses propres victoires si elles n'étaient pas les meilleures. A commencé à envier les réussites de ses collègues au lieu d'en tirer des leçons. A ressenti un vrai soulagement quand quelqu'un d'autre passait un mauvais mois, parce que cela faisait mieux paraître ses propres chiffres. 5 ans de ce régime ont déformé quelque chose de fondamental. Elle avait oublié pourquoi elle était entrée dans la vente au départ, parce qu'elle aimait aider les clients à résoudre leurs problèmes. Cette motivation intrinsèque avait été complètement remplacée par « la personne à côté de toi ». Quand ils ont changé d'entreprise pour une culture plus collaborative, ils ont réalisé à quel point la comparaison était devenue toxique. Ils étaient tellement concentrés sur le fait d'être mieux classés que les autres qu'ils avaient perdu de vue ce qu'ils voulaient réellement construire, et quel type de professionnel ils voulaient devenir. L'environnement compétitif leur avait fait croire que le succès se mesurait à la position relative. Il leur a fallu du temps pour se rappeler que le vrai succès, c'est la croissance personnelle mesurée par rapport à son propre potentiel, pas à la performance de quelqu'un d'autre. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait rivaliser avec le soi d'hier, pas avec les autres. Il comprenait que la réussite fondée sur la comparaison est vide, parce que ta valeur n'est pas déterminée par ton rang. Quand tu es dans des environnements où tout est rivalité, tu t'entraînes à avoir besoin que les autres échouent pour te sentir réussi. Marc dirait « Rivalise si tu veux, mais mesure-toi intérieurement. Définis le succès selon tes propres valeurs, ta propre croissance, tes propres standards, pas selon le fait d'avoir battu quelqu'un d'autre. Utilise la compétition externe comme un outil si elle t'aide, mais ne la laisse jamais devenir ta mesure de valeur. La personne qui a besoin d'être première pour se sentir valable a externalisé son sentiment d'accomplissement à la performance des autres. Ce n'est pas de la force. C'est une dépendance à une hiérarchie qui ne te satisfera jamais. Utilise la compétition comme motivation externe si elle t'est utile, mais mesure toujours le succès selon tes propres critères, pas ta position par rapport aux autres. Et enfin, le dernier endroit détruit ton vrai moi tout en te convainquant que tu es en train de le trouver, ce qui en fait le plus dangereux de tous. Le dernier et le plus dangereux endroit, les espaces qui te vendent une identité au lieu de t'aider à découvrir la tienne. Des lieux où ce que tu devrais être est vendu, prescrit, emballé, et où tu confonds l'adoption de leur version avec la découverte de la tienne. Ces lieux sont partout. Des communautés de développement personnel avec des gourous qui promettent avoir trouvé la réponse et t'assurent que tu dois simplement suivre exactement leur chemin. Des chambres d'écho idéologiques où il n'existe qu'une seule bonne manière de penser, d'être, de vivre. Des mouvements spirituels qui prescrivent l'illumination comme un ensemble précis de comportements et de croyances. Des marques de style de vie qui te vendent une identité complète si tu t'y investis totalement. Des méthodes de réussite qui te disent exactement qui tu dois devenir pour y arriver. Tu entres dans ces espaces en cherchant toi-même des réponses, une direction. Et ils t'offrent quelque chose d'attirant, de la certitude, une identité claire, une feuille de route. Tout ce que tu as à faire, c'est adopter leur cadre, incarner leur idéal, devenir leur version du succès, de l'illumination ou de l'authenticité. Et pendant un temps, cela fonctionne. Tu adoptes l'identité qu'ils vendent. Tu utilises leur langage, suis leurs pratiques, incarne leurs valeurs. Les gens de cet espace te reconnaissent et te valident. Tu as l'impression de t'être trouvé. Mais voici ce qui se passe réellement. Tu as échangé une identité jouée contre une autre. Ton vrai moi, celui qui est imparfait, contradictoire, en évolution se retrouve enseveli sous l'idéologie que tu as adoptée. Tu deviens une copie de leur idéal plutôt qu'une découverte de ta véritable nature. Les années passent, et un jour tu réalises. Ce n'est pas moi. C'est la personne qu'ils ont dit que je devais être.
Et je l'ai si bien interprété que j'ai fini par croire que c'était authentique. Quelqu'un de proche de moi a passé 4 ans plongé dans une communauté de développement personnel dirigée par un leader charismatique, qui avait bâti tout un cadre pour une vie éveillée. Il y avait des niveaux, des pratiques, une manière précise de parler, de penser, d'être. Cette personne l'a adopté entièrement. Elle a suivi le cadre, gravi les échelons, est devenue un membre modèle, cité en exemple par tous, mais quelque chose sonnait faux, sans qu'elle puisse le nommer. Puis, le leader a été impliqué dans un scandale public qui a fait éclater la communauté. Et soudain, sans ce cadre, elle n'avait plus aucune idée de qui elle était. Les pratiques qu'elle faisait chaque jour lui semblaient vides. Les croyances qu'elle défendait avec conviction lui semblaient empruntées. L'identité qu'elle avait construite pendant 4 ans s'est effondrée, car elle n'avait jamais été la sienne. C'était la performance de la prescription de quelqu'un d'autre pour l'illumination. Reconstruire une identité authentique à partir de ces décombres a pris des années. Elle a dû séparer ce qui lui appartenait réellement de ce qu'elle avait adopté. Découvrir ses véritables valeurs, pas celles qu'on lui avait dit définir une personne éveillée. Retrouver son vrai moi sous l'idéologie qu'elle avait portée comme une armure. Épictète enseignait que la philosophie est un outil pour la découverte de soi, pas un dogme à adopter. Marc Aurèle examinait tout, y compris les enseignements qu'il suivait. Sénèque utilisait la sagesse pour comprendre sa propre nature, non pour devenir l'idéal de quelqu'un d'autre. Quand tu es dans des espaces qui prescrivent une identité, tu ne te découvres pas toi-même, tu joues la version de ce qu'un autre pense que tu devrais être. Les stoïciens diraient, utilise les enseignements comme des outils, pas comme des identités. Remets tout en question, y compris les cadres qui prétendent t'apporter des réponses. Ton moi authentique ne se trouve pas en adoptant la prescription de quelqu'un d'autre. Il se découvre en examinant ta propre nature, tes valeurs et tes expériences. Le gourou qui te vend l'illumination, l'idéologie qui t'offre la certitude, le cadre qui promet la transformation, tous essaient de te donner une carte. Mais ton vrai moi n'est pas sur leur carte. Il se découvre en parcourant ton propre territoire. Méfie-toi de tout espace qui te dit exactement qui tu dois devenir. Ton vrai moi est quelque chose que tu découvres, pas quelque chose que tu adoptes. Utilise les enseignements et les cadres comme des outils d'introspection, pas comme des identités à jouer. Découvre qui tu es à travers ta propre expérience, pas en devenant l'idéal de quelqu'un d'autre. Ces 7 lieux ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ce sont simplement des environnements où, pour beaucoup de gens, le moi authentique est lentement remplacé par une version adaptée, celle qui s'intègre, celle qui survit là-bas. Mais survivre dans le mauvais endroit n'est pas la même chose que s'épanouir dans le bon. Les stoïciens pratiquaient une attention méticuleuse à leur environnement. Marc Aurèle choisissait ses contextes avec soin. Épictète enseignait à ses élèves à protéger leur fréquentation. Sénèque a beaucoup écrit sur les lieux que nous fréquentons. Il savait que tu deviens la moyenne des environnements que tu habites. Choisis-les avec soin, ou ce sont eux qui choisiront qui tu deviens. Tu n'es pas coincé dans ces endroits. Une fois que tu reconnais quels environnements érodent ton vrai moi, tu peux y passer moins de temps, poser des limites ou t'en éloigner complètement. Ce n'est pas fuir, c'est protéger quelque chose de précieux. Si ces 7 lieux t'ont aidé à reconnaître les environnements qui t'éloignent de ton moi authentique, abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne sur la fidélité à soi. Et si cette clarté t'aide à mieux choisir où vont ton temps et ton énergie, aime cette vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, protéger leur vrai moi. Tous les endroits ne conviennent pas à tout le monde. Apprends à te connaître suffisamment pour savoir quels lieux te servent et lesquels te détruisent. Cette lucidité, c'est la vraie liberté. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste stoïque, reste conscient, reste vrai.